Bienvenue au comptoir, le podcast hétéroclite des plaisirs de la table. Chez Coca, on aime la bonne bouffe, surtout quand elle est bien arrosée. Le comptoir, c'est un rendez-vous mensuel durant lequel on décrypte avec nos invités différents aspects de l'univers de la gastronomie. Bienvenue dans ce nouvel épisode du comptoir dédié au rosé. Aujourd'hui, on s'intéresse à un vin qui évoque souvent le soleil et la convivialité. Le rosé, c'est une boisson aux multiples facettes, parfois considérée comme simple ou estivale, mais qui cache en réalité une richesse insoupçonnée. Pour en parler aujourd'hui, je retrouve Charles, aka caviste, acheteur vin chez Coca, ainsi que Henri Grosjean du château d'Auvergne dans le canton de Neuchâtel. Bonjour à vous deux, et puis merci d'avoir accepté mon invitation. Je vous propose qu'on commence par un petit tour de présentation. Charles, je crois que les auditeurs commencent à te connaître, mais est-ce que tu peux nous redire en deux mots ce que tu fais chez nous ? Oui, alors voilà, je gère une partie des achats de l'univers vin et grand cru pour Coca, donc principalement exclusivement des vins étrangers, mais évidemment on déguste toujours en comité, donc je suis aussi un grand amateur et dégustateur de vins suisses, que je déguste régulièrement avec mon collègue Yvan, donc kombucha. Et puis Henri, est-ce que tu peux te présenter aussi un petit peu ? Mais avec plaisir. Donc Henri Grosjean, j'ai repris l'entreprise familiale qui est dans ma famille depuis 1603. Et puis je suis maintenant la 15e génération à perpétuer la tradition, voilà. Et puis on est au bord du lac de Neuchâtel, donc au niveau rosé et soleil, en principe on est pas mal aussi. Merci beaucoup. Alors on va commencer un petit peu à discuter rosé maintenant, plus partie dans un premier temps un petit peu plus autour de la production. Henri, est-ce que tu peux pour commencer peut-être nous expliquer pour nos auditeurs qui connaissent pas les différentes méthodes, comment est-ce qu'on produit un rosé ? Alors il y a évidemment effectivement plusieurs méthodes. Alors il y a les plus connus, il y a les moins connus, mais je vais essayer d'aller un peu dans les grandes lignes. Donc on aura certains rosés, je viendrai sur ce qu'on fait nous à la fin. On va parler d'œil de perdrix dans le podcast pendant un bon petit moment, mais pas tout de suite. Après. Donc il y a plusieurs possibilités. Certaines fois, tout à l'origine, les rosés, il y a une forte probabilité que ce soit des rouges pressés plus vite suite à des problèmes. À l'époque, tout d'un coup, ils n'avaient pas la même maîtrise des processus de vinification et autres. Et donc, tout d'un coup, on voit que dans un cuvage, ça part un peu. Alors, on presse plus vite et puis on a un vin plus clair, appelé clairet aussi à l'époque. Donc ça, c'est une option. Après, il y a simplement le fait aussi que certains vignerons tentent de concentrer un peu le rouge. Donc, ça veut dire qu'on va mettre la grappe entière, les peau et le jus ensemble pour le cuvage, pour la macération pelliculaire. Et puis, tout à coup, avant de partir en fermentation, on va retirer un peu de jus pour augmenter la proportion solide par rapport au liquide pour concentrer son vin rouge. Et là, on a un jus qui aura déjà été un peu teinté de notre rosé. Et puis, c'est là qu'on aura ce qu'on appelle un rosé dit de saignée. Oui. Voilà. Ok. Et donc, versus le rosé en pressurage direct ? Alors après, il y a encore, effectivement, soit celui qu'on va faire en 6, 12 heures, 18 heures de macération selon les millésimes. Mais là, ce sera vraiment des vignes prévues à cet effet, donc pour du rosé. Et sinon, on aura carrément les blancs de blanc, ou appelés perdrix blanches à Neuchâtel, où là, on va carrément presser directement, puis on aura quelque chose de presque blanc, avec quelques petites notes reflets qui tirent sur le rosé. Ok. Donc, vraiment un nuancier assez large. Merci. Et les cépages les plus utilisés pour produire du rosé, que ce soit en Suisse ou à l'international, peut-être Charles, tu peux nous dire ? Écoute, alors ce qui est sûr, c'est que peut-être que tu vas nous demander un peu plus tard la production, mais en tout cas les cépages les plus utilisés au niveau mondial, ça va être les cinsault, le grenache, la syrah et le merlot. Il ne faut pas négliger, notamment avec l'Espagne. Et c'est vrai que ce sont des cépages, en tout cas en hectolitres, en production, qui sont le plus produits en France. On parlera peut-être après de la Provence, en Espagne et aux États-Unis aujourd'hui. Voilà, c'est les plus grosses zones de production de rosé. Ok. Et en Suisse ? Nous, on va parler essentiellement du pinot noir, mais après, il y en a qui le font sur gamay, il y en a qui le font sur
C'est des plus petits lots, mais Gamaret, Gara Noir, il y a des possibilités, mais on va dire que l'essentiel est quand même sur Pinot Noir. Ok. Et donc, évidemment, le cépage va influencer le goût du rosé. Est-ce que la méthode comment est-ce que la méthode de production, donc en fonction de saignée ou pressurage, comment est-ce que ça impacte aussi le goût du rosé? Moi, je remonterais même à la vigne. Je sais pas si... Ouais, vas-y. Allons-y. Moi, je remonterais même à la vigne parce que finalement, on va pas travailler, que ce soit un pinot noir pour faire un rouge ou pour faire un rosé, ce sera pas travaillé de la même manière à la vigne. Donc déjà, le choix du clone, donc de la sorte de pinot noir, si on veut, ne sera pas le même. Parce qu'on a des pinots noirs avec des grosses grappes, avec des petites grappes, avec des grosses baies, avec des petites baies, serrées, pas serrées. Donc là, il y a vraiment beaucoup d'options. Et puis, on va pas forcément chercher à avoir les plus petites baies possibles pour faire un rosé. Parce que le but, c'est pas la masse tannique, c'est pas l'extraction, en sachant que la couleur et les tanins, donc ce qu'on va sentir en bouche, sur le palais, la langue, les gencives, ça réside à 85% dans la peau. Okay. Donc, si ça réside dans la peau, on va chercher pour un rosé à avoir une légère influence, mais pas trop marquée, sinon on aura quelque chose de trop lourd. Donc là, on va choisir des un peu plus grosses grappes avec juste la peau qu'il faut pour amener une petite masse tannique, un petit peu de couleur et puis ensuite du jus. Et puis ensuite, on va jouer avec les feuillages parce que si on a beaucoup de soleil qui vient sur ces grappes, si on a trop de soleil, en fait, on va baisser l'acidité. Et donc, on va perdre en fraîcheur. C'est ce qu'on va chercher à faire pour un rouge, par contre. On va pas mal défeuiller pour augmenter la masse tannique, pour vraiment avoir ce soleil qui vient caresser les grappes. Pour le rosé, on va essayer de protéger le soleil de l'après-midi. Le soleil du matin, il est bien. On va garder de la fraîcheur, il va pouvoir développer l'aromatique. Mais il faut être un petit peu vigilant là-dessus pour garder de la fraîcheur dans ces rosés, quoi. Et tu joues un petit peu avec la date des vendanges pour toi. Ouais. Tu vendanges plus tôt. Une partie plus tôt. C'est ce qui en fait une complexité intéressante, c'est que presque tout au long des vendanges, on vendange du pinot noir pour de l'œil de perdrix. Ce qui fait que c'est dans les premiers qu'on commence à ramasser, je peux pas dire que c'est les derniers, mais à 2/3 des vendanges, on finit à peu près le pinot noir pour l'œil de perdrix. Okay. Ouais. Mais concrètement, donc un rosé de presse versus un rosé de macération, comment on les distingue dans le verre pour un consommateur lambda ? Alors, comme il l'a expliqué tout à l'heure, la presse directe va porter en général des styles très clairs. Ouais. Donc déjà, ça commence par la teinte, la teinte qui est très, voilà, on est en rosé qui tire vers le translucide, le transparent, quoi. C'est parfois assez surprenant en fait. Alors qu'un rosé plutôt de macération, on va extraire des couleurs beaucoup plus teintées, beaucoup plus saumonées, voire tuilées en fonction du profil des cépages. Et après, bien sûr, dans l'aromatique, alors on parlera du cas de Neuchâtel, mais en tout cas pour l'international, de manière générale, les rosés de presse directe sont plus accessibles, plus à vocation apéritif, plus digeste, plus croquant, plus frais, alors que les rosés de saignée vont extraire non seulement de la couleur, mais aussi de la structure dans les vins, de l'aromatique, quelque chose d'un peu plus vineux. Ok. Voilà. Et les régions viticoles, du coup, les plus productrices, est-ce qu'on peut refaire un petit point là-dessus ? Où est-ce qu'on trouve du rosé en Europe, en tout cas ? Peut-être dans le monde, je sais pas. Ouais, alors dans le monde, c'est vrai que j'étais assez surpris en préparant ce podcast de voir que les États-Unis étaient aussi un gros producteur de rosé au niveau international, autant pour la consommation locale qu'à l'export. Mais la France et l'Espagne restent les deux principaux producteurs. La Suisse est aussi un gros producteur, mais surtout un gros consommateur. Regardez, c'est que la Suisse fait partie du top 5 des consommateurs de rosé dans le monde. Ok. Ça te fait rire, Henri ? Ça me réjouit. Oui, ça te réjouit. Ouais, c'est des bons indicateurs, ça fait plaisir. Ouais. Et c'est vrai que voilà, c'est un petit peu comme ça. Beaucoup, bien sûr, s'orientent autour de la Provence, la production de Provence, qui représente un gros bloc, autant de la production, mais aussi de la consommation dans le monde. Voilà, donc tout s'oriente sur les appellations Côte de Provence, Coteaux-Varois, Bandol, Palette, etc. Voilà, donc ce sont des rosés de presse directe, là, des rosés frais. Ouais. Et comment on explique un peu ce succès des rosés de Provence, justement ? Alors, comment on l'explique ? Moi, je suis pas complètement certain, mais je pense que, je dirais en tout cas, de mon point de vue d'acheteur et
en ayant un peu une vision du commerce du vin, on a croisé sur cette dernière décennie une tendance de cette région qui a construit son marketing et sa réputation autour de ces profils de vin. Une région qui est d'abord très touristique, qui s'est spécialisée techniquement dans la production de ces vins aussi, donc qui maîtrise, on va dire, ces rosés de presse directe. Ouais. Et qui a construit cette renommée dans le monde entier, qui a investi beaucoup en termes de marketing, qui a construit des lieux œnotouristiques extrêmement puissants avec des grosses productions, des grands noms du showbiz qui ont investi là-dedans, et des énormes marques des industries de l'alcool, des grands noms comme des LVMH ou autres qui ont investi dans ces zones, et donc forcément ça a permis à cette région de briller un petit peu de partout. Voilà, je pense que ce sont les principales raisons. Avec ces vins-là. Oui. Ok, ouais, je comprends. Ouais, vas-y, bien sûr. Je pense qu'après, du côté technique, il y a deux types d'approches avec le rosé. Il y a malheureusement ceux qui veulent revaloriser ce qu'ils ont sorti de leur rouge. Ah, oui. Ouais, mais c'est vrai. Oui. Et là, souvent, quand on a quelque chose, comme je disais avant, qui a été cultivé, encavé pour en faire du rouge, il y a un immense travail œnologique pour récupérer de la fraîcheur, pour essayer d'en faire quelque chose de chouette à boire, mais ce sera plus compliqué. Alors que tu pourrais l'utiliser, tu peux imaginer avoir un petit peu de saignée, c'est intéressant, mais tu vas l'utiliser à dose médicinale, à des 2-5%, pour amener un petit peu de matière dans ton rosé en pressurage direct ou presque direct, on va dire. Okay. Et donc là, tu vas pouvoir... Et ces domaines-là, en France, qui ont vraiment compris, par rapport à d'autres régions du monde, qui revalorisaient simplement ces jus de concentration de rouge, ils ont vraiment compris que c'était un vin à part entière, et que ça méritait autant d'attention. Moi, je dirais même, si ce n'est parfois plus, que d'autres, parce qu'il est très pur. On va pas avoir généralement pas de bois, pas d'autre chose. Donc vraiment, on aura ce côté croquant pour lui qui doit être bien mis en valeur, quoi. Après, cette approche, on va dire artisanale et respectueuse du végétal. D'ailleurs, tu t'en parlais tout à l'heure, c'est marrant parce que moi j'aime bien, je trouve que je vais te flatter un peu, mais je trouve que les grands vignerons, les bons vignerons s'intéressent d'abord au végétal avant de parler de la cave, et c'est vraiment ce que tu as fait. Je suis d'accord avec toi que la Provence fait ça, mais il y a malheureusement beaucoup de marketing autour. Oui, c'est légitime. Voilà. C'est légitime. Oui. Il faut vendre ce qu'on produit. Exactement. Mais ils sont très très forts là-dedans. Mais par contre, je veux dire, tu le remarques assez vite pour en déguster régulièrement, parce que forcément, avec la proportion de rosé qu'on produit chez moi, certaines obsessions là autour. Ouais. Donc je m'intéresse énormément à déguster des rosés de Provence, des rosés d'un peu partout. Et je veux dire, même si le marketing est bon, il faut quand même que dans la bouteille ça joue. Et franchement, effectivement, ils ont des étendards en Provence et autres qui sont incroyables et qui font tu goûtes ça, c'est vraiment bon, quoi. Ouais. Tu disais, vu la proportion de rosé, c'est quoi la proportion de rosé chez vous au Château Chez moi, c'est 45%. 45%. Ah oui. Ouais. J'ai 17 vins, mais une seule étiquette fait 45% de la production. Ok. Il faut la soigner, celle-là. C'est la colonne vertébrale. Donc quand certains me disent, ouais, mais le rosé, finalement, c'est un peu un vin entre... Je dis non, c'est un vin à part entière. Et si celui-là, on se plante, on peut tout arrêter, en fait. Et tout à l'heure, Charles disait qu'on avait on avait une forte consommation de rosé en Suisse. En termes de production, est-ce qu'il y a d'autres régions un petit peu comme Neuchâtel où on produit du rosé, où on a une forte demande? Tu connais un petit peu Suisse, ailleurs en Suisse? De manière générale, je dirais que les cantons romans sont assez concernés par le vin rosé. Ouais. La Suisse alémanique un peu moins. On va dire qu'il y a toujours eu cette viticulture suisse alémanique, mais qui est venue autour du rosé, ça a toujours été assez anecdotique en Suisse alémanique. Ouais. Pour y avoir travaillé, je vois assez bien alors ils ont les rosés, ils ont les Federweiss, mais ça reste des moindres mesures. Okay. Alors que vraiment, de manière générale, Vaud-Valais-Genève, important aussi. Ouais. Bon, on va pouvoir commencer à parler un petit peu œil de perdrix, du coup. Est-ce que tu peux nous raconter ce que c'est d'abord exactement, pour les auditeurs, les auditrices qui ne connaîtraient pas, d'où est-ce que vient le nom, et puis j'imagine que tu as plein d'histoires à nous raconter. Donc... On a combien de temps? Je vais essayer de la faire brève, mais dans les grandes lignes, effectivement, l'histoire, début des années 1800, on a les premiers écrits de l'œil de perdrix à Neuchâtel.
Après, le nom œil de perdrix, il date de bien plus loin en France. Ok. Mais dans les écrits, effectivement, qui ont été trouvés début des années, qui nous ramènent à début des années 1800 à Neuchâtel, on est sur l'idée, effectivement. Alors là, c'est probablement un pressurage, effectivement, un peu plus rapide d'un rouge sur un millésime un peu compliqué. Et puis ensuite, il y a toujours eu un petit peu de production de ce vin rosé. Pourquoi le nom œil de perdrix ? Ça, c'est un peu la partie glauque. C'est un chasseur qui aurait vu dans la couleur de ce vin l'iris d'une perdrix qui passait de vie à trépas. Voilà. Sympa, quoi. Ambiance, on va pas tarder à déguster on ça. a connu un peu plus glam. Après, la couleur était probablement largement plus foncée parce qu'on, même dans les 30 dernières années, ils se sont beaucoup éclaircis aussi chez nous, hein, les œils de perdrix, même s'ils sont de manière générale un peu plus foncés qu'ailleurs. Mais voilà, après, il y en a toujours eu un petit peu, c'était anecdotique, il sortait même pas forcément une étiquette pour ça. Ok. Puis début des années, on va dire dans les années 20, 30, ça s'est redynamisé à Neuchâtel un peu. Ils avaient quelque chose qui fonctionnait, savoir qu'ils avaient du blanc et du rouge. On disait pas on a du chasselas ou du pinot noir, on a du blanc et du rouge. Neuchâtel blanc, Neuchâtel rouge, ça reste encore, on a le droit de les appeler comme ça. Ok. Et puis, ils mettaient juste un petit marquage supplémentaire pour dire que c'était de l'œil de perdrix. Mais mon arrière-grand-père, je ne vais pas dire que c'était lui tout seul, hein, mais mon arrière-grand-père, Aloïs de Montmolin, et 4 autres collègues de Neuchâtel se sont dit, il faut quand même qu'on travaille un peu là autour. On a un blanc, un rouge, mais il faut vraiment qu'on développe ça. Donc, années 30, 40, 50, ils ont beaucoup travaillé là autour. Et puis, ils ont redynamisé l'image de l'œil de perdrix. Ok. Et en faisant vraiment un vin à part entière. Et pourquoi on en trouve partout en Suisse maintenant ? Parce que d'aucuns disent « Mais vous êtes vraiment bœuf de ne pas l'avoir protégé à Neuchâtel. » Le nom, tu veux dire ? Ouais. Mais en fait, c'est très simple. Suite à la Deuxième Guerre mondiale, il y avait eu des périodes un peu compliquées dans le vignoble suisse de manière générale. Et les vignerons tiraient un peu la langue. Et les copains de Neuchâtel ont dit aux copains valaisans, vaudois, genevois, nous on a un concept qui fonctionne bien, c'est l'œil de perdrix. Donc allez-y, quoi. Faites, Okay. Donc ils en ont discuté. C'était vraiment un échange amical. Et puis c'est comme ça que c'est parti. Donc moi je pars du principe que, je veux dire, après, quand on est copié, c'est qu'on fait pas tout faux. Oui, tout à fait. Et puis les vrais, ils savent que ça vient de nous. Je suis à l'original d'œil de perdrix. Ok, et donc du coup, est-ce que, alors le nom est pas protégé, mais est-ce que la production de rosé est soumise à un cahier des charges spécifique sur Neuchâtel ? Ouais, absolument. Alors chaque canton a sa législation concernant l'œil de perdrix, mais nous c'est vraiment du pinot noir issu de l'AOC Neuchâtel, donc du vignoble neuchâtelois. Il peut y avoir une petite proportion de pinot gris qui peut être mise dedans. Okay. Donc ça, c'est autorisé. Mais en fait, pourquoi à l'origine ? C'est très probablement parce qu'il y a... Alors là, je remonte loin. Les pinots noirs n'arrivaient pas autant à maturité que maintenant. Par rapport au climat. Les pinots gris avaient tendance à être un peu plus mûrs, un petit peu plus enrobés. On connaît ces pinots gris un peu riches des fois, et ils amenaient peut-être des fois cette notion un peu supplémentaire, un peu envoûtante, quoi. Ok. Donc à Neuchâtel, dans le cahier des charges, on autorise un petit peu de... Un petit peu de pinot gris, mais c'est le canton qui a le moins d'autorisation là-dessus. Les autres cantons sont un peu plus laxistes sur le sujet. Ouais. Après, ça ne veut pas encore dire qu'on en met dedans. À l'heure actuelle, c'est plus forcément... C'est plus forcément... Ok. Et quand tu disais tout à l'heure que donc, chez vous, c'est 45% des vins sont de l'œil de perdrix, c'est pareil chez tous les vignerons à Neuchâtel ? Non. Ok. Non, alors certains... Alors il y en a d'autres pour qui c'est important aussi, mais c'est vrai que ça date beaucoup de mon arrière-grand-père qui a développé énormément ce marché via les grossistes en Suisse allemande. Et c'est vrai que c'est un vin qui a pas mal permis de faire connaître la maison en Suisse alémanique. Et pourquoi celui-ci plutôt qu'un rouge ou un blanc ? Parce qu'il n'y avait pour pas. Se démarquer ? Maintenant, il n'y avait pas. Ok. Et puis le vin rosé, il est quand même pas si ancien que ça. Il n'est pas popularisé de manière officielle depuis si longtemps. Et puis même en Suisse, je dirais que ça fait... Tu me corriges, mais moi je dirais que ça fait 10-15 ans que dans les dégustations, ils arrivent à peu près à dire « Ouais, mais en fait là, officiellement, on a une catégorie qui est les vins rosés. » Oui. En France, c'était largement avant, mais en Suisse, on a eu du mal à vraiment avoir une catégorie à proprement dit pour les vins rosés. Ouais, ok. C'était vins blancs spéciaux ou... alors que c'est une évidence. C'est devenu plus respecté, disons. C'est ça.
Intéressant. Mm. Et la place un petit peu de cet œil de perdrix dans la culture vitivinicole suisse, comment est-ce que tu la décrirais? Est-ce qu'il y a, chez vous en tout cas, il y a un gros engouement pour cet œil de perdrix Ouais. de la part des consommateurs. Est-ce que c'est aussi... Je crois pas que c'est à Neuchâtel qui se boit le plus. Ouais. Ah, ok. Parce qu'à Intéressant. Neuchâtel, il se boit pas mal de non filtrés quand même. Ouais, ok. Ah ouais. Ouais. Vous en Mais, avez des spécialités à Neuchâtel, hein? Mais moi, je pense l'essentiel de l'œil de perdrix, pour moi, il se vend entre la Riviera vaudoise et on va dire jusqu'à Genève quand même, Ok. un bon bout, et la Suisse alémanique énormément. Ouais. Ah, Ouais. ok. Ouais, parce qu'ils en produisent pas. Le Tessin. Et le Tessin, Ah, Et Tessin, ouais. ça, c'est petite fierté quand même de vendre depuis Ah, ouais. longue date c'est vrai? du vin au Tessin. Et Ouais. le Tessin produit pas énormément de rosé? Pas directement de Ouais, rosé. bah ouais, Eux, non. ils sont plus là Pas que la sur le culture, merlot ouais. blanc. Ouais, c'est ça, Merlot hein. blanc, ouais. Ok. Ouais. Intéressant. Et hors Suisse, est-ce que tu en exportes un petit peu? Allez, dis-nous. Qui boit de l'œil de perdrix? Les Américains. Les Américains? Ah ben, combien de temps encore, on n'en sait rien. Mais Ouais. non, les Américains. D'ailleurs, pour l'anecdote, les Américains, notre grossiste à New York, ça fait depuis 1947 Ah ouais, qu'il nous prend du vin. génial. C'est génial, ouais. Donc là, États-Unis, Japon, Allemagne, Singapour, Suède. Ok. Ah oui, ok. Puis l'Allemagne, en fait, il a Exporte. l'avantage d'être notre porte vers l'Europe. Mhm. Donc lui, il a les stocks à proximité de Berlin, puis après, il peut distribuer en Europe. Ah Parce oui. que nous, je veux dire, le client qui vient en vacances en Suisse, puis qui veut prendre un peu de château, c'est un peu compliqué. Mm. Entre le fait de le laisser dans la voiture, ou alors il est en avion, etc. Là, on dit, tu nous donnes la commande, tu nous dis que tu les veux à la maison, puis on lui transmet, quoi. Mhm. Les frais de dédouanement et tout, sinon c'est Ouais. compliqué. Ah, intéressant. Est-ce que ces dernières... Tout à l'heure, tu disais que l'œil de perdrix était peut-être moins foncé qu'autrefois. Oui. J'imagine que du coup, il y a une petite évolution dans le style du vin. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui. Est-ce que la production, en fait, elle a évolué aussi avec le temps et avec les modes ces dernières Alors, années? On a toujours été un peu à part, dans le sens que ça fait déjà maintenant de nombreuses années que les rosés s'éclaircissent. Mhm. Nous, on a fait des premières tentatives où on voulait un peu éclaircir. Ça a très très mal passé auprès du consommateur sur l'œil de perdrix. Ok. Alors que même des collègues genevois me disaient on éclaircit, les ventes augmentent instantanément. Enfin, je veux dire, ça marche super bien. Et nous, on a essayé et ça râlait, quoi. Mhm. Ça a râlé vraiment. Et bon, ben voilà. Donc, on y est quand même venu, mais un peu plus tard. Alors, on verra après. On commence à faire soif. Hein. Mais- On va goûter bientôt, ouais. Non, mais je dirais que maintenant, ça vient petit à petit. Après, il faut quand même garder son identité. Le but, c'est pas... Enfin, moi, je pars pas du principe qu'on doit imiter une région ou une autre. Non. On a notre œil de perdrix à nous. Mon but, c'est que tu me dis « Ah, mais tu cherches quoi, la couleur rosée de Provence ?» Je dis « Non, je fais du rosé de Neuchâtel. » Puis déjà, c'est pas du rosé, c'est de l'œil de perdrix. Ouais. Donc, il faut C'est garder... quoi la différence? Nous, il a le nom œil de Ah, perdrix. voilà. Rosé, c'est pour tout le monde à travers le monde. Œil de perdrix, c'est pour nous. D'ailleurs, tu nous as dit quelle méthode tu utilisais pour faire de l'œil de perdrix? Alors moi, enfin non, je l'ai pas dit, j'ai récité un bout, mais sans le préciser. Donc nous, en fait, c'est des vignes qui sont vraiment cultivées pour l'œil de perdrix. Mhm. Donc, comme je le disais, c'est une part importante pour nous. Donc on en fait vraiment quelque chose, un point central. Mhm. Et c'est des vignes avec effectivement un matériel végétal qui a été sélectionné pour une culture qui est adaptée pour garder de la fraîcheur. Et puis ensuite, on va vendanger ça le plus frais possible, le plus tôt possible aussi le matin pour une bonne partie, tôt possible aussi dans les vendanges pour la première partie. Mais en fait, c'est ce qui en fait sa complexité, c'est que tu commences tôt, tu as de la fraîcheur sur certaines vignes, et puis après, tu arrives sur des vignes à mi-deux tiers de vendange qui sont un petit peu plus mûres, qui t'amènent quand même une partie un petit peu plus mûre qui est intéressante, et donc cette complexité. Mais donc, en termes de macération, j'ai une petite proportion qui est faite en pressurage direct, et puis le reste qui est entre 6 et 12 heures de macération pelliculaire. Ok. Et ensuite, c'est ça qui en fait la couleur qu'on verra tout à l'heure. Très bien, qu'on va voir même tout de suite, parce que je vous Voilà. propose qu'on fasse notre petite pause Allez. dégustation, Parfait. si vous voulez bien. Hop. Est-ce que tu veux, ouais. tu veux t'en occuper? Ouais, avec Tiens. plaisir. Je te donne le petit lito. Hop. On va goûter déjà l'œil de perdrix, et puis après... Charles, t'as ramené quelque chose aussi. Oui, merci. Très bien.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire déjà un petit peu sur la... Tu nous as dit que c'était millésime 2024. Hein, Oui, absolument. sur la couleur. Bon, la note saumonée, c'est quelque chose qui... typiquement, on était plus sur de la plure d'oignon à l'époque. Sur de la Plure d'oignon. Ok. Et maintenant, on tire plus sur le saumoné, un peu plus... limite des petites notes violacées comme ça. Mhm. Qu'est-ce que tu nous dis sur ce vin, Charles? Écoute, Julien. première fois que je goûte ton 24, du Ouais. coup. Non, c'est une belle découverte. Voilà, on a parlé un peu de la couleur. On peut parler brièvement du nez. C'est des rosés qui sont pas dans le m'as-tu vu hyper expressif. Mhm. Hein, on est sur Ouais, on des est pas rosés sur- un peu plus concentrés, un peu plus élégants déjà dans le nez. On Ouais. se fait pas agresser comme ça par des arômes envoûtants. Donc ouais, j'ai une petite grenadine, une petite ambiance de fruits rouges, un peu floral au nez. Puis en bouche, on a quelque chose de très agréable, de très équilibré. Alors je sais pas si ça a à voir avec ton travail en vigne ou ton travail en cave, ou bien le millésime 24 qui est un millésime frais. On a cette fraîcheur. Pour autant, je pense qu'on touche quand même cette maîtrise en cave où tu domines pas le millésime, mais tu redonnes ta patte à un millésime frais et tu conserves cette espèce de richesse qui en fait un rosé, je trouve, assez polyvalent, qui est pas... oui, on peut tout à fait lui donner une vocation apéritive, mais c'est aussi quelque chose que j'imagine à table. Oui. On sent, on a cette texture, ce gras, cette amplitude Ouais. que j'aime beaucoup. Je dirais que c'est ce qui en fait un petit peu l'identité de l'œil de perdrix aussi, c'est qu'il a ce rôle un petit peu de couteau suisse. C'est qu'il peut passer pour un apéro mais en fait tu peux presque jouer avec la température de service de ce vin. Si Ok. tu le mets très très frais à l'apéro, il va Oui. aller tout seul. Ouais. Si tu le mets un peu moins frais, tu pourras le mettre en repas. Ok. Et Intéressant. les 5% grosso modo de saignée qui sont dedans amènent encore un petit peu ce gras. Ouais. Donc c'est là une partie que je disais, c'est que tu peux utiliser cette saignée. Bon, ça devient presque anecdotique les saignées parce qu'on en fait presque plus. Mhm. Mais l'idée d'amener un tout petit peu de matière supplémentaire, mais de manière médicinale, quoi. Ouais, c'est chouette. Top. On goûte. On goûte, on compare. Alors, on a. Je vais- On n'a pas prévu assez de verre, je pense, mais on peut Non, bah, on vider vide, dans le. ouais. Oui, ou tiens, Ah, tu peux bah, vider voilà, ton verre parfait. là-dedans. Tu veux que je fasse le service? Si tu veux, Allez, peu importe. merci. Hop là. Waouh. On est sur une couleur plus intense. On change un peu d'ambiance, ouais. On a parlé Change d'ambiance. On a parlé de l'œil de perdrix. On repart en France avec la région de Bandol, donc le sud, la Provence, mais une région un petit peu particulière qui a quand même construit son nom autour des rosés de table pour le coup. C'est vraiment pas des rosés d'apéritif, des rosés où là on est en termes d'encépagement, on passe aussi sur un vin qui est dominant de Mourvèdre, sauf erreur, qui est même le seul cépage de ce vin. Donc c'est un 100% Mourvèdre, très, très classique de Bandol. Une jolie maison, au passage, hein, la Bégude, qui est un vieux producteur de la région. Et puis pour contraster un peu avec l'œil de perdrix du millésime 24, on a voulu mettre quelque chose on a voulu un peu vous montrer que finalement un rosé de gastronomie peut aussi vieillir. Et finalement, Super bien, même. Super bien, ouais. Super bien. T'as goûté, Henri, déjà? Ouais. Désolé, j'ai Le pas eu nez, la il est- patience. Non, mais d'attendre. t'as bien fait. Bon, le nez, il est très intense. Hein. On voit que c'est assez explosif. Mais la bouche, il y a une longueur. Ah ouais. C'est un beau vin. Hein. C'est vrai que bon, je sais pas, pour les auditeurs, auditrices, c'est rare de boire des millésimes comme ça avec quelques années. Et pour autant, alors j'imagine que l'œil de perdrix peut offrir de belles surprises avec quelques années aussi. C'est peut-être moins destiné à la garde. Essayer.
Ouais, Mais tu gardes. je suis J'ai sûr pas qu'il y a, essayé. je suis sûr qu'il y a des belles expériences. Mhm. Mais là, c'est vrai que c'est un rosé qui s'y prête, qui serait presque dommage de boire cette même cuvée en 24. Ouais, D'ailleurs, le plutôt. domaine garde toujours les vins. En général, on trouve Ok. pas 24 en ce Ok. moment. Il y a toujours 1 an et demi d'écart Mhm. avec la mise en marché, justement pour aller découvrir un peu plus d'évolution. Je sais pas si vous voulez parler de la dégustation, si Si, bien sûr. Bon, ça vous... Qu'est-ce que t'en penses, Henri? Oh, moi, je trouve ça magnifique. Ouais. C'est vrai que je pense que je goûte pas souvent des rosés avec quelques années. À l'aveugle, je suis pas sûre que tu... floral incroyable. Ouais, c'est vrai. Tire un petit peu sur des notes d'orange aussi, Mhm. qu'on retrouvera vraiment après en bouche, en rétronasal, assez intensément. Et puis un tout début de petit pétrolé. Ouais, un petit peu, ouais. Mais qui reste encore très subtil. Hein. Ouais, Donc moi, comme ça, autant je me méfie du pétrolé. ouais. Et là, on Ouais. peut vraiment le travailler aussi à la vigne, ça, l'anticipation sur le sujet. Mais là, vraiment très bien. Ouais, c'est un joli vin. Voilà, ça nous permet de comparer deux styles bien opposés. Intéressant. Et justement, le rosé, c'est souvent vu comme un vin un peu facile, peut-être moins qualitatif que du rouge ou du blanc. En tout cas, je pense dans l'imaginaire collectif. Pourquoi, selon vous, cette réputation du rosé, comme en Suisse, par exemple, où c'était un peu le troisième vin? Finalement, on voit aujourd'hui, avec ces deux vins-là, qu'on prend du plaisir et que c'est des vins qui ont toute leur place à table. Moi, je Commence. pense qu'il y a de la méconnaissance. La Ouais. méconnaissance, Ouais, c'est-à-dire. un gros bout de méconnaissance. Ben, certains disent, moi, je bois du blanc ou je bois du rouge, mais c'est toujours la même chose. Soit tout blanc, soit tout noir, soit tout blanc, soit tout rouge. Et finalement, aller explorer un sentier supplémentaire, certains ne veulent pas prendre le temps. Ouais. Mais il y a tellement à faire. Mhm. Ouais, c'est vrai. Non, c'est juste. Après, voilà, à nouveau, la tendance, le marketing qui est fait autour, un peu le rosé très clair associé à des moments festifs, un peu fancy, avec claqué dans la glace au bord d'une plage ou d'une piscine. Voilà, je pense que c'est un peu cette Noyé image dans, ouais. qui existe encore de certains styles de rosé, qui est pas du tout le cas de ce qu'on a aujourd'hui Non, sur la on fera table. pas des piscines Ni avec l'un ça. ni l'autre. Mais c'est en tout cas, le rosé est beaucoup connu pour ça. Mais je pense, en tout cas d'un point de vue plutôt consommation, je pense qu'on change un peu. Les consommateurs se rendent compte qu'il y a autre chose dans le rosé Mhm. et qu'on peut se remettre à consommer du rosé différemment. Et finalement, c'est assez chouette parce que ça séduit un public un peu plus amateur, un peu plus avancé, qui était effectivement plus blanc ou rouge, Ouais. qui là peut se laisser tenter vers des choses plus gastronomiques et surtout plus complexes en fait, parce qu'un rosé c'est pas seulement une belle étiquette, un grand nom et quelque chose de très clair, mais ça peut être quelque chose d'intéressant dans l'aromatique, dans les structures de bouche. Ça peut être quelque chose qu'on peut matcher à table, effectivement. Et aujourd'hui, on a en plus la possibilité de sortir de la Provence. Non pas que la Provence soit inintéressante, hein, il y a des très très belles choses, mais on a des rosés de cépages endémiques de régions un peu du monde entier. Je vois qu'on là prochainement... régulièrement, on propose des rosés insulaires. On a des rosés de Formentera qui arrivent, de Sardaigne. On quitte les îles et on rentre en Europe. On a des rosés de Slovénie à partir de cépages endémiques, Ok. des rosés de presse directe de Slovénie, mais qui donnent des profils totalement différents, plus terroirs. Il y a de très belles choses. Là, on a dégusté récemment des choses de Madère, pareil, avec des cépages endémiques de Madère, donc sec, hein, la région de Madère, mais qui produit aussi des vins secs. Mhm. Et là, c'est des choses magnifiques qu'Antonio Massanita produit, un vigneron qu'on affectionne beaucoup. Enfin, voilà, il y a tout un monde dans le rosé qu'il faut explorer, et je trouve qu'il y a encore des choses à faire. Et Est-ce à qu'on a goûter. une montée en gamme en fait? Est-ce que les vignerons changent un petit peu aussi leur manière de produire du rosé? J'imagine que beaucoup le destinent à un glaçon. Peut-être. D'ailleurs, Alors, je peux pas parler. glaçon rosé, c'est ok. La semaine, il y a le dernier épisode de podcast, on était sur le café. J'ai demandé à mon invité si on avait le droit de mettre du sucre dans son café, puisqu'il était caféologue. Ah. Et je vous demande, est-ce qu'on a le droit de mettre un petit glaçon dans son rosé?
Alors tu interdit. commences. Parce que- Joker. Joker, ouais. Tu dois répondre. Non, mais j'ai envie de dire que non, que c'est dommage, puis qu'on a des frigos qui sont largement Ah oui, adéquats pour bien faire sûr. juste. Mhm. Bien sûr. Si vraiment on est dans la mesure d'urgence et puis qu'on a oublié de mettre une bouteille au frais, c'est un peu sacrilège, mais mettez-la Ouais. vite pendant 10 minutes, 12 minutes au congèle. Oui, Ce sera moins pire que de balancer de la flotte dedans. c'est clair. Après, si vraiment vous avez aucune autre option, bah, vous avez meilleur temps quand même de boire un rosé avec des glaçons qu'une bière. Bon, pourquoi? J'aime pas la bière. Ah, bah voilà. Non, j'aime bien de temps en temps une bière, c'est pas ça. Mais le seul truc que je dirais qu'il faut faire très attention si on met un glaçon dans le rosé, c'est de boire très vite le verre pour pas que le vin soit dilué. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai que Non, c'est dommage. on Ouais. est de la dilution, sinon c'est ça qui est un peu dommage. Ouais. Mhm. Bon, après, il y a des rosés qui s'y prêtent, peut-être. Je pense Non, pas. on n'est Je pas pense d'accord. pas. Non, Ok. on respecte quand même tous les rosés. On les Est-ce respecte. est-ce que le rosé, c'est un vin qui se boit surtout en été? Comment ça se passe d'ailleurs au château d'Auvergne pendant toute l'année? Toute l'année. Toute l'année. Énormément dans les stations de ski aussi. Oui. Ah, ouais. Non, Eh donc, oui, je peux c'est pas dire vrai. qu'il y a une saisonnalité. Ouais. Alors évidemment qu'on sent un petit regain d'énergie Avec quand les tout beaux d'un coup jours. les terrasses Ouais. commencent à ouvrir Ouais, et qu'il fait ouais. beau, hein, Ouais. évidemment. C'est sûr. Mais je veux dire, quand la saison de ski bat son plein, ça marche pas mal aussi. Ok. Mais oui, c'est sûr. Toi, Non, Charles, c'est- tu le constates aussi sur Alors, ton cas? bon, nous, on propose des rosés à partir des premiers rayons de soleil de la saison. Donc, c'est Mhm. sûr qu'on va commencer en avril en général. Ouais. Et on en propose un petit peu toute l'année, moins l'hiver. Mais en fait, c'est surtout qu'on oriente un peu plus les offres de rosés à la saison. Donc, justement, ces rosés très apéritifs, plus printemps, été, et un peu plus tard, sur la fin d'été, automne, on aura des rosés plus gastronomiques, plus riches. Voilà. Mais effectivement, c'est une bêtise. Je veux dire, on peut boire du rosé toute l'année. Et les rosés, la plupart des rosés sont quand même taillés pour tenir un an ou deux sans aucun problème, avec un bon bouchage. Il n'y a pas trop de risques en termes de conservation si le vin est bien conservé. Donc, Ok. allez-y. Ouais. Super. Mais c'est vrai que tu mentionnes quelque chose de très important, c'est le bouchage. Mm. Qui parfois, alors en principe, un bon vigneron, il va jamais négliger le bouchage. Mm. Mais il faut vraiment avoir le bouchage adapté. Et moi, je travaille maintenant, par exemple, sur l'œil de perdrix avec la canne à sucre. Ah Ok. ouais. Donc des bouchons Noma Cork qui Mhm. sont recyclables, pas compostables. Non, je dis ça parce que j'ai Ouais, des ouais. clients qui m'ont déjà dit j'ai mis le bouchon dans mon compost. Ah Il y oui, a non. 2 ans, et puis, ils disent, mais tu mets aussi les briques Ouais. de verre dans ton compost. Bref. Non, mais là, on est vraiment sur un bouchon technique. Pour moi, Ouais. l'art du vin, c'est quand même d'ouvrir une bouteille avec un tire-bouchon. Oui. J'ai du mal à tirer une capsule ou Ah. un bouchon à vis, ok, sur des plus petits flacons, certains trucs, ok. Ok. Mais donc, on a vraiment voulu nous garder le bouchage traditionnel, Mhm. mais en ayant les bienfaits d'un bouchon technique quand même. Oui. Parce qu'on n'a pas le droit de se moquer du client. Non. Je veux dire, s'il n'a pas bu sa bouteille de rosé ou d'œil de perdrix dans l'année, eh ben, faut qu'il puisse ouvrir l'année prochaine. L'avantage Ouais. avec une canne à sucre, c'est que déjà, tu n'auras en principe pas de goût de bouchon, mais tu vas pouvoir garder de la fraîcheur. Et si même cette bouteille d'œil, tu l'ouvres dans 2 ans ou dans 3 ans, tu auras toujours cette même fraîcheur. Je ne dis pas que ça se gardera 10 ans, mais tu peux vraiment envisager de le garder plus longtemps avec ces bons bouchages. Mhm. Tout à fait. L'importance du bouchage. Et bon, on va bientôt arriver à la fin de cet épisode, mais est-ce que vous auriez des conseils d'accord un petit peu gastronomiques avec ces différents rosés pour nos auditeurs qui changent un petit peu de, justement, la L'apéro. piscine? Qu'est-ce Tu veux attaquer? Écoute, qu'est-ce alors qu'on moi, mange avec ce rosé, Charles Labégu? on mange. Ce qui est chouette, c'est qu'on peut varier tous les plaisirs avec ce genre de rosé. C'est très large. On peut envisager des poissons, pas forcément en sauce, mais on peut imaginer une sole grillée, tout simplement. On peut imaginer des tartares de poissons aussi. Ça peut tout à fait jouer. On garde cette espèce de tension qui ira tout à fait avec l'acidité d'un ceviche, par exemple. Et pourquoi pas se laisser tenter sur des viandes blanches ou des viandes pas trop fortes, Absolument. avec Ouais, ça. des réductions de sauce pas trop riches, pas trop grasses, mais c'est assez large. Voilà. Ouais. Parce Je te que- rejoins complètement. Je dirais poisson lac. Oui. Mais crustacés, ça peut passer.
ça peut passer. À voir si c'est très aillé, comme si tout d'un coup on a beaucoup d'ail autour, ça peut un peu prendre le dessus. Ouais, Ça prend c'est le vrai. dessus. Mais de manière générale, si on reste assez fruits de mer, citron, petite mayonnaise légère, ça peut très bien passer. Et après, c'est une très très bonne balance, les vins rosés quand même, de manière générale, quand ils sont faits pour tenir à table, on va dire. Pour des mets un peu asiatiques, des choses parfois un peu relevées et tout, il y aura cet aspect rafraîchissant qui va venir, qui est très très bien, qui va faire une balance incroyable avec ces mets-là. Super. Ça me met l'eau à la bouche. Je pense qu'il est temps qu'on aille manger. On arrive à la fin de cet épisode. Merci à vous deux d'avoir passé ce moment en notre compagnie. Et puis merci à nos auditeurs et nos auditrices de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à commenter et donner votre avis. Et pour ne pas rater les prochains, n'oubliez pas de vous abonner à nos chaînes YouTube et Spotify et d'activer les notifications podcast et live dans l'app Coca. Et en attendant, santé et bonne app. Merci à tous les deux. Santé. Santé. Santé.